Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Débat jusqu'à 10h avec nos deux invités, Jacqueline Eustache-Brignot, qui est sénatrice LR du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Clémence, bonjour. Bonjour. Membre du conseil d'administration d'SOS Homophobie. Vous travaillez actuellement dans un centre psychopathologique qui accueille des personnes trans. C'est ça. C'est bien cela. Bon. Alors, le sujet du débat, c'est la transition des mineurs. J'explique. Des traitements sont actuellement autorisés pour pour aider les adolescents à changer de genre. Des traitements qui sont contestés par certains scientifiques. Jacqueline Eustache-Brignot, vous avez consulté, vous dirigez un groupe de travail au Sénat qui a auditionné 67 personnes. Et vous estimez que les études scientifiques sont insuffisantes concernant les effets secondaires des traitements proposés aux adolescents ou leur réversibilité. Dans 5 pays européens, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni, des médecins spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme au vu des résultats cliniques de ces traitements prodigués. Il n'existe pas de données nationales fiables sur le nombre d'adolescents qui souhaitent changer de genre. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas de données fiables aujourd'hui. En France, on n'en a pas. On en a pas, on en a peu, ou on a des éléments qui nous sont donnés par des services qui accueillent des enfants qui se questionnent. Donc on a un nombre d'enfants qui aujourd'hui consultent sur ce sujet. Mais des chiffres officiels, on n'en a pas. On en a à l'étranger. À l'étranger, on les a. Ça représente. Alors, si vous voulez, le sujet, il est, si vous me permettez, nous on a mis en place ce groupe de travail en juin dernier sur un sujet qui nous interroge effectivement sur le questionnement d'un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui a explosé depuis 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans, on ne serait pas là autour de la table pour discuter de ce sujet parce que ce n'était pas un sujet, il existait peu et on ne se posait pas de questions. C'est un phénomène qui a explosé, qui a été acté, je dirais, en termes de chiffres depuis une dizaine d'années et qui semble quand même exploser dans un certain nombre de consultations. Augmentation de la fréquence de consultation. Voilà, de consultation, c'est évident. C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. C'est évident. Bon. Donc aujourd'hui... Donc on ne sait pas combien, mais augmentation du nombre de consultations. Oui, assez fort. Mais quand on regarde tous les graphiques que nous avons de l'étranger, il n'y a aucune raison que la France ne soit pas dans la même perspective que les pays qui nous entourent. Alors, Clémence, vous constatez cette augmentation ? Oui, tout à fait. On aime bien la comparer à celle de ce qu'on appelle la courbe des gauchers, qui est en fait la courbe quand on a permis aux gauchers d'être dégauchés. Oui. D'un coup, il y a eu une explosion de gauchers. C'est juste qu'on permettait aux gauchers d'être gauchers. Donc du coup, et quand on fait les courbes d'augmentation de personnes trans à l'international, on peut les caler sur cette courbe des gauchers. En fait, on se rend compte que c'est pas des personnes qui n'existaient pas avant et qui apparaissent, mais des personnes juste qui arrivent à exister. En sachant que historiquement, on a... Donc vous dites, il y a de plus en plus d'adolescents qui souhaitent changer de sexe. C'est ce que vous dites. Alors, changer de sexe, c'est un terme... Oui, alors, bon. Quel terme employez-vous ? Transitionner, parce qu'il y a plusieurs composantes à la transition. Il y a le médical, le juridique et le social. Oui. Le social, c'est par exemple se présenter par exemple, en tant que femme quand on est une femme trans. Le juridique, c'est par exemple changer de prénom, changer de mention de sexe à l'état civil. Et il y a le médical. Et pour ce qui concerne le médical, personne, y compris nous, à SOS Homophobie, ne revendiquons, par exemple, qu'on fasse passer des enfants de 5 ans en bistouri. Ça, c'est personne n'est pour ça. Oui, heureusement. Non, mais parfois on a l'impression que... Oui, je comprends ce que vous dites, Clémence. Et du coup, ça, interdire quelque chose que personne ne revendique, pourquoi pas, quoi. En revanche, aider à tout ce qui est transition sociale et transition juridique, ce qui est encore très compliqué en France quand on est mineur. Et transition physiologique aussi. Alors... Parce que c'est le fond du débat. En fait, le fond du débat, c'est quoi ? Disons clairement les choses. C'est que il existe des bloqueurs de puberté. C'est bien cela. C'est des bloqueurs de puberté qui sont administrés
à des mineurs, à des adolescents, jeunes adolescents. Des adolescents, quel âge? À partir de quel âge sont-ils administrés, ces bloqueurs? Tout dépend du souhait et de la délivrance, mais à 13 ans, le problème de fond... À 13 ans. Ah bah, il y en a, bien sûr, donc, bien évidemment. On bloque la puberté. Bah, évidemment. Parce qu'il y a une volonté chez ces adolescents de choisir un autre sexe. Alors, en fait, les bloqueurs de puberté, c'est une solution de compromis. C'est parce que les enfants... Quel compromis? Et les enfants, ils désirent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Et quand le truc, c'est aller vivre une puberté qui est mauvaise quand on est une personne trans, ça peut causer notamment beaucoup de suicides, c'est un traumatisme, c'est une torture. Et donc, mais on est conscient qu'à cet âge-là, les choses sont pas fixes. Et donc, alors, ce qu'on dit... Oui, on peut être influencé, on peut être... à 13 ans... Tout à fait. Et donc ça, c'est un protocole qui est utilisé depuis avant ma naissance, et sur lequel on a beaucoup de recul, et sur lequel les méta-analyses sont assez unanimes. C'est pour ça que je me demande d'où viennent ces scientifiques dont vous parlez, parce qu'ils sont pas en accord avec la littérature scientifique internationale. C'est mon sujet de recherche. Mais du coup, c'est juste, on dit, on attend... Et quand vous serez adulte, là, on fait les choses irréversibles. Le fond, ce que vous demandez, je vous sens c'est-à-dire Jacqueline Eustache-Brougnot, pas très contente de ce que vous entendez. Non, moi je respecte complètement. Le problème, c'est que la transition sociale, c'est déjà le sujet. Ça veut dire quoi, la transition sociale ? Qu'on est censé accompagner à côté de bloqueurs de puberté. Ça veut dire qu'on va vers la transition. Enfin, il faut juste appeler les choses telles qu'elles sont. Pour moi, la transition sociale est déjà un problème. Qu'est-ce que le ressenti chez un adolescent? Bon, voilà. Donc, c'est vrai que je partage pas l'idée de dire qu'il faut d'abord passer par la transition sociale pour ne pas aller vers la transition complète. Parce que moi, il n'y a pas de sujet sur les transitions, les personnes adultes qui souhaitent... Puis, à partir de 18 ans, il n'y a plus de sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a orienté notre travail sur les mineurs. J'ai compris. Parce que ce double langage qui dit qu'il faut les accompagner à devenir... C'est du militantisme ou pas? Il y a de l'activisme, mais ça on y reviendra. Ça on y reviendra si vous le voulez. Moi je voudrais dire deux choses. On ne peut pas parler de transition sociale avec autant de légèreté. Parce que quand vous accompagnez, comme le dit Clémence aujourd'hui, un adolescent ou un jeune préado même, vers une transition dite sociale, vous l'accompagnez vers autre chose. Et vous êtes obligé de l'accompagner médicalement. Ce n'est pas possible autrement. Donc, votre volonté... Notre volonté, c'est d'interdire les bloqueurs de puberté, comme l'a fait le Royaume-Uni la semaine dernière. Parce que l'intérêt du travail que nous avons mené, c'est que moi... Voilà, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement moral, ni rien vers tout ça. C'est pas le sujet. Le travail consiste à dire, que se passe-t-il aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, en France, en Espagne. On a interrogé, des partenaires, des acteurs internationaux sur le sujet. On s'aperçoit que tous les pays qui étaient allés beaucoup plus loin que nous aujourd'hui, mais vers lesquels nous allions aussi, ont quasiment tous reculé. Parce qu'on a pratiquement 10 ans de recul sur certains pays qui sont allés plus loin que nous. Donc aujourd'hui, on se base sur une étude qu'on appelle le Dutch Protocol, qui était quelque chose qui a été mis aux Pays-Bas dans les années fin des années 90, avec 20 cas. Donc c'est des études scientifiques avec 20 cas, c'est juste un peu léger. Aujourd'hui, ce Dutch Protocol, il a été remis à jour en 2006 et en 2010, et on se base toujours sur une cohorte de 50 personnes, pas toutes vérifiées d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une trentaine. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit concrètement que ça pose des vrais soucis et des pays reculent. Donc nous, on dit pas de bloqueurs de puberté. Vous dites pas de bloqueurs de puberté, pas d'administration d'hormones. Pas d'hormones croisées non plus, parce que et pas de chirurgie avant 18 ans. Voilà. Et par contre, le problème majeur que nous avons, et j'entends, c'est que il y a des adolescents qui expriment des mal-être ou des interrogations. Eh bien, en France, nous ne sommes pas à la hauteur de la pédopsychiatrie, parce que aujourd'hui, la pédopsychiatrie est un vrai sujet, et que ces enfants qui se questionnent, il ne faut pas les abandonner non plus, et il faut aller jusqu'au bout de leurs questions. Il faut les accompagner, évidemment. Parce que tous ne vont pas vers la transition. Il y a aujourd'hui des questions qui sont... Oui, à 13 ans, on a envie d'aller vers la transition, peut-être qu'à 15, on n'a plus du tout envie. Voilà. C'est tout le souci. Tout le sujet est là. Et accompagnons. Et les parents aussi, qui aussi sont face à une réalité de parents. Ils sont un peu perdus devant tout ça. Je me mets à la place des parents d'ailleurs. 0826 300 300. Si vous êtes parent et confronté, et adolescent et confronté à cela, mais n'hésitez pas à témoigner. 9h46, je vais vous donner la parole, Clémence, dans un instant. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Leclerc.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h49. Bon, vous avez entendu, est-ce qu'il faut interdire les bloqueurs de puberté aux mineurs? Est-ce qu'il faut s'opposer à l'administration d'hormones croisées ou aux opérations de chirurgie de réassignation sexuelle avant 18 ans? Oui ou non, Clémence? Alors, je vais vous répondre par la science, parce que c'est dedans que je suis plongée constamment. La science n'est pas d'accord sur ce que vous dites sur le Dutch Protocol. Bon, ça, après, on pourrait débattre pendant des heures. Voilà. Et ce que la science dit, c'est que pour tous les indicateurs de santé mentale, c'est-à-dire la dépression qui est énorme, les taux de tentatives de suicide et de suicide entre guillemets réussis sont énormes. Tout ça, le soutien à la transition, c'est-à-dire l'acceptation parentale à l'école, par les administrations, ça le baisse drastiquement. Oui, mais Clémence, si la pédopsychiatrie fait son travail, c'est peut-être la première réponse. Ce que je veux dire par là, si chaque mineur qui se pose des questions a accès à la pédopsychiatrie, peut-être que ça va lui permettre de réfléchir à cette volonté de transition. Dans les études qui existent, par exemple, rien que le fait de ne pas laisser la personne avoir son prénom choisi à l'école, ou qu'on l'appelle par le mauvais genre à l'école. Mais non, mais son prénom changé à l'école, je ne comprends pas très bien. Par exemple, une personne a fait un ancien nom et veut qu'on l'appelle par un nouveau nom. Si l'école n'accepte pas ça, ça cause une détresse chez la personne trans qui est énorme et qui peut amener à des suicides assez souvent. Après, l'état civil, il y a des règles. On n'y touche pas à l'état civil. D'accord ? Donc l'état civil, on change pas de nom comme ça, voilà. Parce que vous nous dites à l'école, on peut changer de nom. Si je m'appelle Jacques et si j'ai envie de m'appeler Jacqueline, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on changerait l'état civil ? On ne change pas l'état civil juste parce qu'on a un désir. Juste pour que la personne survive, en fait. Qu'à l'école, à l'école, on peut changer de prénom. Enfin, parce qu'on aurait. Sauf que le bulletin scolaire. Non, mais le bulletin scolaire et la convocation à l'examen restera avec Jacques si c'est Jacques et restera avec Catherine si c'est Catherine. Ça ne change pas, c'est impossible. Vous changez pas l'état civil comme ça et l'école n'a pas le droit de changer un bulletin scolaire. Il restera au nom de l'état civil. Donc c'est extrêmement vrai. Je vais revenir là-dessus, parce que là, vous faites allusion à la circulaire Blanquer. Parce que ça, c'est le résultat d'un certain nombre de choses. Circulaire Blanquer, octobre 2021, rentrée 2021, qui a donné des orientations sur ce sujet. Moi, je dis, mais clairement, l'école doit rester en dehors de ces sujets-là. L'école doit rester neutre, comme l'État doit rester neutre. C'est-à-dire que l'école, c'est un endroit où on doit sacraliser les choses, d'accord ? Donc l'école, on la laisse en dehors de tout activisme religieux, politique, de toutes sortes, et on laisse l'école en dehors de ces problèmes de sociaux. Parce que les enseignants, quand on leur dit que clairement l'école est neutre et qu'elle est en dehors de tous ces sujets-là, on protège tout le monde. Ouais, alors, circulaire Blanquer, septembre 2021, destiné à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école. Voilà. Qui est le résultat de demandes quand même activistes, parce que c'est pas sorti de nulle part, voilà. Donc moi je pense que l'État a un rôle de neutralité et l'école aussi, parce que c'est pas simple. Certes c'est minoritaire, mais on commence à donner à l'école une espèce de clé sur des sujets de société qu'il faut poser autrement qu'à l'école. Voilà. Mais j'oublie un petit peu l'école. Je reviens sur pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut autoriser un mineur de 13 ans à prendre des bloqueurs de puberté ou à avaler des hormones. Franchement, qui sont irréversibles. Qui sont irréversibles. À 13 ans. Mais si à 15 ans, imaginons, si à 15 ans, ce même mineur change d'avis. Exactement. Les bloqueurs de puberté, qui sont la solution de compromis dont je parlais, permettent n'ont rien d'irréversible. Ils permettent juste de recommencer la puberté plus tard. Là, je respecte tout votre engagement. Si à 16 ans, mais ne dites pas que c'est irréversible, que c'est pas irréversible. C'est irréversible. Si à 16 ans, le jeune mineur veut changer, il peut plus changer parce que c'est irréversible. Quand on perd sa voix et quand on change sa voix, c'est irréversible. On ne revient pas. Donc il faut pas dire que c'est irréversible. Moi, j'entends les combats, etc. Et je respecte. Mais il faut pas dire que c'est irréversible. Moi, j'ai rencontré une jeune femme. Et la prise d'hormones ne sont pas la même chose. Vous êtes en train d'amalgamer les deux. Le tout, c'est irréversible.
irréversible. Alors, la prise d'hormones, parlons de la prise d'hormones. Vous êtes favorable à l'interdiction de prise d'hormones aux mineurs ? C'est déjà pas la pratique. C'est 16 ans minimum. Encore, moi, j'ai jamais rencontré une personne trans qui a obtenu les hormones à 16 ans, parce que c'est déjà si compliqué d'y accéder en France, parce que c'est ça aussi, on donne l'impression que c'est facile sur le jour en France. Dès lors que des médecins les autorisent, c'est pour des majeurs, c'est plus facile que pour des mineurs. Évidemment. Oui, pour des majeurs, il y en a qui doivent être suivis pendant 2 ans encore, parfois. Ça dépend des protocoles où vous vous trouvez et tout ça. Mais on donne pas des hormones comme on donne des prospectus dans la rue. Hein. Mais avant de prendre ces produits, de prendre ces bloqueurs de puberté ou ces hormones, la pédopsychiatrie a un rôle à jouer tout de même, non, Essentiel même. Essentiel. Certes, mais les études montrent que c'est pas ça qui va empêcher les enfants de se tuer. Et vous inquiétez de l'état civil des bulletins scolaires. Non, mais j'ai fait une parenthèse parce que vous n'êtes pas à l'école. Du fait que les enfants restent en vie. Ça c'est la ligne sur laquelle j'ai fait, c'est que je veux que des personnes qui risquent de mourir ne se tuent pas. Alors, combien vous avez de chiffres d'enfants qui se suicident quand on n'a pas écouté ? À cause de ça. Il n'y en a pas. À l'international. Non, mais je parle en France, parce que voilà, en France, combien d'enfants sont suicidés parce qu'on les a pas écoutés ? En France, on n'a pas ces recherches-là, mais à l'international, on a en moyenne entre 35 et 60% de tentatives de suicide chez les personnes trans. Chez les personnes trans, mais ça représente quoi par rapport au nombre de mineurs ? Moi, c'est ce que je... Mineurs y compris, et on sait que ces risques de suicide baissent drastiquement quand il y a une acceptation de l'identité. Est-ce que vous êtes sûr que le risque de suicide vient uniquement de cela ou d'autres... C'est ça le sujet. D'autres raisons, il y a d'autres raisons. Figurez-vous que la littérature scientifique sur laquelle il y a eu une explosion de recherche ces dernières années est formelle. Après, moi je voudrais dire 2 choses. Parce que d'abord, on n'a pas de statistiques qui prouvent ça, qu'un enfant, un adolescent qui se pose des questions et qui fait des cas de comorbidité, elles ne sont pas essentiellement liées à ça. Il y a des enfants qui ont des traumatismes de l'enfance, il y a des enfants qui se posent plein de questions. Et moi, je voudrais dire 2 choses. Sur ces sujets-là, quand on fait une analyse, on s'aperçoit que c'est majoritairement des filles qui se pose cette question. Majoritairement, d'accord ? Quand vous allez plus loin, vous regardez que dans ces filles, il y a beaucoup de gamines qui ont été harcelées et qui n'ont peut-être pas été bien prises en charge. Beaucoup de gamines qui se posent des questions sur leur sexualité, qui n'osent pas en parler aussi. Ou qui ont été agressées sexuellement. Ou qui ont été agressées, voilà, j'allais le dire. L'inceste, qui ont été agressées sexuellement, dans le cadre familial, intrafamilial ou à l'extérieur. Donc évidemment, on se pose des questions. Il y a aussi une grande partie d'enfants autistes, pour lesquels il y a un accompagnement extrêmement important à poser. Et il y a effectivement ces enfants qui ont un mal-être existentiel qui est probablement lié à leur construction d'enfants ou d'adolescents. Donc posons-nous ces questions-là, aidons les enfants à poser ces douleurs, et peut-être que les enfants iront mieux et pourront avoir une transition plus tard. Pourquoi pas, ça c'est pas le sujet, mais n'allons pas trop vite, et nous allons parfois trop vite. Merci d'être venu nous voir ce matin. Je vous précise qu'après les informations, les experts Gilles Gainsman recevront Magali Berda, qui dirige une agence d'influenceurs ou d'influenceuses. Bien, il est 9h58. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.